téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice et démocratie. La lutte contre le terrorisme et la protection du patrimoine culturel, deux grands axes assignés à la Guinée, désormais vice-présidente de l'Organisation mondiale de la douane. C'est dans le cadre du renforcement de la sécurité en Afrique de l'Ouest et du Centre. Comment la douane guinéenne s'organise justement pour mener à bien cette mission? Question dans cette émission Justice et démocratie. La réponse avec le général Toumani Sangaré, directeur général de la douane, vice-président désormais de l'Organisation mondiale de la douane. Il est dans cette émission Justice et démocratie. Avec lui dans cette émission, le lieutenant-colonel Moussa Kamara. Il est chargé d'informatique et de statistique au niveau de la douane guinéenne. Et toujours dans cette émission Justice et démocratie, le lieutenant-colonel PV Touré, il est chargé de communication au niveau de la douane. Trois invités pour une émission. Amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Alors juste, je l'ai dit à l'entame de cette émission, il y a aujourd'hui une nouvelle donne parce que la 23e conférence justement des douanes tenue récemment à Conakry ici a mis en exergue justement le rôle combien important joué par la douane guinéenne. Et bien, désormais, la Guinée assure la vice-présidence et l'une des missions, c'est justement la lutte contre le terrorisme et la protection du patrimoine culturel. Pourquoi justement ces deux axes fondamentalement et en ce moment précis, mon général? Merci, M. Gibril. Je crois que cette mission nous donnera l'opportunité de faire comprendre au public que la douane guinéenne n'est pas une administration qui est uniquement chargée de la collecte des recettes. Au-delà de la mobilisation des recettes, elle a d'autres missions, au nombre desquelles vous venez naturellement de parler de son rôle sécuritaire. Donc ça, c'est la mission sécuritaire. Et au titre des missions sécuritaires, il y a, si vous voulez, la lutte contre le terrorisme, il y a la lutte contre la drogue, la lutte contre les crimes transfrontaliers. Naturellement, il s'agit du trafic des enfants, de tout ce qui peut s'ensuivre. Il y a également la lutte contre le blanchiment d'argent qui, à un moment donné, peut servir de financement pour le terrorisme. Effectivement. Donc le terrorisme aujourd'hui est le nouveau métier qui vient s'ajouter au métier régalien de la douane. De la douane, oui, effectivement. Donc c'est une bonne chose qu'on en parle. Et au niveau régional, il y a des outils qui sont faits pour amener la douane à lutter efficacement contre ces deux grands fléaux. Au niveau mondial, l'OMD également a mis en place des outils et un cadre de normes qu'elle a mis à la disposition de toutes les administrations douanières pour les amener à évoluer dans une synergie. Et cela à travers un plan stratégique que nous avons adopté lors de la 23e conférence des directeurs généraux des douanes à Conakry, à l'étoile Sheraton. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le terrorisme aujourd'hui est devenu le plus grand fléau. Parce qu'avec le terrorisme, vous ne pouvez pas parler d'économie. Avec le terrorisme, vous ne pouvez pas parler de mouvements transfrontaliers. Avec le terrorisme, il y a ce qu'on appelle la terreur. Voilà pourquoi la douane a été impliquée au cœur de la lutte contre le terrorisme. Donc, à l'occasion de la 23e conférence des directeurs généraux des douanes, nous avons eu deux grands projets. Le premier a été présenté par le Nigeria et le deuxième projet, dans le cadre de la sécurité, a été présenté par la douane japonaise. Ça, c'est un projet qui a été entièrement financé par le Japon, le gouvernement japonais, et qui vise le contrôle des produits à double usage. Vous savez, en matière de douane, il y a des produits qui peuvent servir non seulement dans l'agriculture, mais qui peuvent servir également à fabriquer des explosifs. Effectivement. Donc ces produits à double usage ont fait l'objet de débats lors de la 23e conférence des directeurs généraux à travers un projet qui a été initié et présenté par le gouvernement japonais à travers naturellement la direction générale des douanes de Tokyo.
C'est pourquoi nous avons reçu à Conakry le directeur général des douanes de Tokyo. Bien, justement par rapport à la même question, je l'ai dit tantôt, il y a que, n'est-ce pas, désormais la Guinée assure la vice-présidence de l'Organisation mondiale de la douane et l'une des grandes missions justement assignées à la Guinée, c'est désormais l'implication, n'est-ce pas, de la douane dans la lutte contre le terrorisme et la protection, n'est-ce pas, du patrimoine culturel. Alors, quel est le constat par rapport à cette réalité, mon colonel? La cybercriminalité, mais au-delà de la cybercriminalité, nos pays de la CEDEAO et de l'Afrique centrale, de la région OMD-AOC, sont appelés à interconnecter leur système informatique pour envie d'échanger des informations pour lutter de façon efficace, non seulement contre la fraude, mais contre aussi les mouvements frontaliers et toute forme de crime. C'est-à-dire que en fait, vous utilisez, n'est-ce pas, la filature à l'international pour surveiller le mouvement, n'est-ce pas, des contrebandiers, ou comment cela se passe? Au jour d'aujourd'hui, l'information est une denrée. Effectivement. Quand on sait bien l'exploiter, ça permet de prévenir beaucoup de crimes. Je donne un exemple, il y a certains trafiquants qui ont été saisis à leur arrivée sur les frontières. Eh bien, c'est parce qu'on avait déjà à disposition des informations électroniques sur ces personnes. Je ne vais pas dévoiler des secrets, mais à partir de ces informations et l'analyse qu'on en fait, on a pu cibler les trafiquants. Et de la même façon, on peut cibler aussi des terroristes. À partir de leur parcours, souvent il y a des bases de données qui sont partagées, même entre tous les pays membres de l'OMD. Ces informations sont accessibles. Depuis chaque pays, le serveur est disponible à l'OMD, on y a accès. À partir de là, on connaît déjà des informations sur certains grands bandits. Donc on peut y accéder. Et ces personnes délicates, une fois arrivées sur le territoire, avec le croisement des informations, on peut les reconnaître. Cela veut dire que vous travaillez avec Interpol, la police internationale? Il y a des échanges entre la douane et l'Interpol, ça c'est vrai, mais aussi il y a des bases de données propres aux douanes pour lutter contre la fraude, pour lutter contre la circulation des produits illicites, les médicaments de mauvaise qualité, tout ça. Il y a des bases de données disponibles avec les échanges de données qui permettent de lutter contre ces trafics. Mon colonel PV? Oui. Oui, par rapport à la même question. C'est vrai qu'en matière de sécurité, il vient de souligner qu'on a eu deux grands projets. Le premier projet, c'est SP++ du Nigeria, dans le cadre sous-régional. SPP, c'est SP++. D'accord, ça veut dire quoi? La dénomination du projet, ça veut dire sécurité au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bien, d'accord. Ensuite, le projet japonais, ça c'était la sécurité de l'Afrique de l'Ouest en matière de terrorisme. Parce que le point de vue de l'OMD sur la criminalité transfrontalière englobe à la fois le blanchiment des capitaux, le trafic de la drogue, tout ça là, ça c'est le point de vue de l'OMD dans la vision de l'OMD qu'on appelle criminalité transfrontalière. Je voudrais vous dire tout de suite que d'abord il y a le réseau mondial, le réseau douanier mondial sur le renseignement, le CEN. Ensuite, il y a le NCEN, le réseau douanier au niveau national, qui collecte des informations, qui collecte des renseignements. Ça, c'est dans le cadre de la lutte contre la drogue, la fraude. Et deuxièmement, ce que je voudrais ajouter, c'est que vous venez tout de suite de dire qu'il a été élu vice-président de l'Organisation mondiale des douanes. Il faut préciser que c'est pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui regroupe 23 administrations membres. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager quelques informations. D'abord sur le rôle que joue l'OMD en matière de criminalité transfrontalière, le rôle que joue maintenant notre administration de douane dans le cadre de la lutte contre la criminalité. D'accord, on reviendra au cas par cas par rapport justement à toutes ces recommandations. Oui. Mais je voudrais quand même noter que, n'est-ce pas, la lutte contre le terrorisme est une infraction désormais émergente dans la législation douanière guinéenne. N'est-ce pas? Parce que je ne pense pas que cela existait dans le code douanier. Et alors, comment est-ce que vous vous organisez, n'est-ce pas, par rapport à cette nouvelle dynamique? Bon, monsieur, merci. Ou comment vous allez vous organiser? Voilà, voilà. Et vous comprendrez tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit que la lutte contre le terrorisme est un nouveau métier. Effectivement. Qui est venu s'ajouter
au métier régalien de notre administration. Donc c'est quelque chose qui est arrivé au moment où le code des douanes, qui a été calqué un peu sur le code français à l'époque, avait été élaboré sur ses principaux éléments. Mais nous avons quand même, ces derniers temps, réussi à mettre certaines bases légales. Notamment, il y a au niveau des services de sécurité, parce que ce code des douanes que vous avez maintenant est un code qui s'articule réellement avec le code de procédure pénale. Effectivement. Et la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme, est déjà prévue dans le code de procédure pénale et dans le code pénal. Alors, ce code, il n'est pas isolé. C'est un code qui s'articule avec nous. Notre mission, c'est de développer le renseignement. Nous développons le renseignement avec les autres administrations membres de l'Organisation mondiale des douanes, de façon générale, et plus précisément avec les administrations douanières de la région de l'Afrique occidentale et centrale. Avec cet échange d'informations, de renseignements, nous parvenons à définir des critères. Ces critères sont souvent appliqués sur des personnes qui sont soupçonnées dans un ou dans l'autre pays. Et finalement, on aboutit, comme l'a dit tout à l'heure le colonel Moussa, nous aboutissons à un système de ciblage. Lorsque vous êtes ciblé, vous êtes mis dans la base de données. Et en ce moment, vous êtes censé présenter des risques. Donc c'est ce que nous appelons dans notre jargon. Vous êtes fiché S. Voilà, c'est ce que nous appelons dans notre jargon l'analyse du risque. Lorsque nous analysons le risque, ensuite nous orientons le contrôle. C'est-à-dire lorsque le risque est analysé, on voit que vous présentez un risque, on oriente le contrôle vers vous jusqu'à ce que nous soyons sûrs que vous êtes ceci ou vous n'êtes pas cela. Alors lorsque nous nous rendons compte que vous êtes vraiment, vous présentez un risque, vous êtes presque un terroriste, le travail du douanier finit à ce niveau et la personne est mise à la disposition d'un procureur ou des services spécialisés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Effectivement. Donc c'est à ce niveau que les enquêtes se poursuivent. C'est pourquoi j'ai dit que les codes s'articulent, même dans le cadre de la lutte contre la drogue. Lorsque la douane appréhende quelqu'un avec la drogue, il procède à la saisie, elle procède à la saisie et la drogue est mise à la disposition du service compétent pour la poursuite de la procédure. Justement, pourquoi j'ai parlé, n'est-ce pas, désormais d'un crime émergent dans la législation douanière, c'est vrai qu'au niveau du code pénal, n'est-ce pas, la lutte contre le terrorisme est prévue et punie. Cela est constant. Mais à partir du moment où, n'est-ce pas, vous avez désormais une mission d'importance capitale, celle d'assurer justement la vice-présidence, cela veut dire que vous jouez un rôle, n'est-ce pas, de premier plan dans cette offensive. Et je me suis dit que la lutte, n'est-ce pas, elle n'est pas que théorique, elle s'appuie, n'est-ce pas, sur des outils. Est-ce que nous disposons fondamentalement de ces outils opérationnels pour quand même aujourd'hui que nous puissions nous illustrer par rapport au combat, n'est-ce pas, auquel la Guinée est désormais invitée? Nous avons parfaitement des outils légaux qui nous permettent aujourd'hui de rechercher et de réprimer toutes sortes de criminalité dans nos frontières. Le code des douanes que vous voyez est un élément. À ce niveau, vous avez tout un chapitre, tout un titre qui porte sur le contentieux douanier. Ça, c'est clair. Et à ce niveau, il y a toutes les dispositions qui portent sur la détention et la circulation des marchandises sur le territoire douanier. Et lorsqu'on parle du territoire douanier, il s'agit de l'ensemble du territoire national. Vous avez également des dispositions qui réglementent les personnes qui font des mouvements dans les frontières. La circulation des personnes et des biens. Des personnes et de leurs biens, oui. Naturellement. Donc, à partir de ces dispositions de loi, nous pouvons déjà nous mettre dans la position de rechercher et de réprimer toutes sortes de criminalités transfrontalières. Maintenant, au niveau de la vice-présidence, il faudrait bien qu'on vous explique un peu ce que cela veut dire. Ce que représente un peu le rôle de la vice-présidence. Alors, la vice-présidence de la région OMD-AOC est l'une des 6 vice-présidences
de l'Organisation mondiale des douanes. Vous savez, l'Organisation mondiale des douanes, si vous voulez, c'est les États-Unis et les administrations douanières, dont le siège se situe à Bruxelles. Alors, pour mener bien sa gouvernance, l'OMD a créé des vice-présidences en fonction des régions. Décentralisées. Décentralisées. Alors, la vice-présidence, la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, comprend les 23 pays. Et il y a 2 années, la vice-présidence était confiée à la Côte d'Ivoire. À l'occasion donc de la 23e conférence des directeurs généraux, mes pairs ont jugé utile et de façon unanime de désigner la Guinée pour assurer la vice-présidence. Donc, la vice-présidence assure le lien entre la gouvernance de l'Organisation mondiale des douanes et les membres de la région. Elle est chargée de piloter le plan stratégique qui a été élaboré à l'occasion de la 23e conférence au niveau de toutes les administrations douanières. Oui, mais est-ce qu'elle est liée à ce projet sécuritaire, justement? Oui, absolument, parce que dans le plan d'action, dans le plan stratégique, il y a, si vous voulez, il y a des actions. Dans le plan stratégique, nous avons ce qu'on appelle des piliers, des axes stratégiques. Et parmi les axes stratégiques, il y a ce qu'on appelle la lutte contre la fraude. Et nous, lorsqu'on parle de la lutte contre la fraude, nous mettons tout ce qui est prohibition dans ce chapitre-là. Donc la fraude peut porter naturellement sur la monnaie, on dit que c'est le blanchiment. Si ça porte sur la marchandise en nature, peut-être que c'est les droits qui ont été compromis. Mais si c'est quelqu'un qui transporte la marchandise prohibée, il fait du commerce illicite. Justement, comment est-ce que vous parvenez à faire la démarcation? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'Afrique quand même est un continent purement agricole. Et il y a désormais fondamentalement que les substances qui sont utilisées dans l'agriculture ont parfois des doubles usages. Et il y a qu'on vous demande justement de spécifier au cas par cas ceux qui, n'est-ce pas, peuvent être utilisés dans le domaine agricole typiquement parlé, et ceux qui peuvent faire, n'est-ce pas, double usage, c'est-à-dire être utilisés par, n'est-ce pas, les combattants terroristes comme explosifs. Alors comment est-ce que vous vous organisez pour gérer, n'est-ce pas, ce lien qui m'a l'air un peu inextricable? Voilà, il y a, si vous voulez, il y a même des produits qui sont à multiples usages. Je vais vous donner un seul exemple. Lorsque vous prenez le nitrate d'ammonium, le nitrate d'ammonium, dans l'agriculture, est utilisé comme engrais. Alors, ce même produit peut être utilisé dans les mines pour traiter l'or. Il peut également être utilisé pour la fabrication des explosifs. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ouais. Alors, nous avons en Guinée des sociétés minières qui exportent suffisamment de nitrate d'ammonium. Il y a également au niveau de l'agriculture le nitrate d'ammonium qui est importé pour les trucs de choses. Alors, le rôle de la douane, c'est de contrôler ce que nous appelons dans notre jargon la destination privilégiée de ces produits. C'est-à-dire le but pour lequel ces produits ont été importés. Lorsque c'est importé pour les mines, nous faisons le suivi de destination privilégiée et nous veillons à ce que ce produit soit placé sous douane jusqu'à ce que son usage nous donne effectivement la preuve, l'assurance que le nitrate d'ammonium a été importé pour les mines. Donc nous avons un bureau qu'on appelle le bureau minier, qui est spécialement dédié aux opérations des sociétés minières, qui suit ça de près. Et au niveau de l'agriculture, puisqu'il s'agit là d'un domaine privilégié spécifique, il y a ce qu'on appelle une garantie, parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui fait ces opérations. Et là, le contrôle se fait depuis l'importation jusqu'à l'utilisation du produit. Donc nous veillons strictement à cela. Pour revenir un peu sur les sociétés minières, nous exigeons d'ailleurs aux sociétés minières de nous produire des cahiers de charges, c'est-à-dire pour nous définir la quantité à utiliser pendant une période donnée. Et ce cahier de charges fait l'objet de suivi strict, parce que c'est un cahier de charges qui est informatisé et dont l'imputation se fait au fur et à mesure des importations.
Bien. Alors, il y a aussi, le lieutenant-colonel PV, il y a aussi le blanchiment d'argent, qui est aujourd'hui un phénomène préjudiciable, n'est-ce pas, à la gouvernance africaine. Est-ce que vous êtes organisé aussi, n'est-ce pas, pour contrer ce phénomène qui de plus en plus devient préoccupant? D'accord. Je voudrais tout de suite remercier le directeur général qui a déjà évoqué tous ces points-là. Parce qu'au fait, parler de blanchiment des capitaux, lutte contre la drogue, tout cela rentre dans la criminalité transfrontalière. Effectivement. Et de ce point de vue de l'OMD, on a élaboré des instruments techniques. D'abord, comme l'a dit le DG, depuis 2007, la Guinée a adhéré à ce qu'on appelle le cadre des normes SAIF. SAIF signifie sécurisation et sécurisation du commerce international. Sécurisation et facilitation de la chaîne logistique internationale, c'est ça SAIF. Donc depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a adhéré au cadre des normes, l'Organisation mondiale des douanes a élaboré des instruments techniques qui permettent le contrôle, qui permettent la lutte contre la criminalité transfrontalière. Parmi ceux-ci, comme l'a dit le DG tout de suite là, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on a créé ce qu'on appelle une structure régionale, qu'on appelle le bureau régional de liaison chargé du renseignement, les BRLR, qui ont au niveau de chaque pays un correspondant national. Et ce correspondant national échange les informations. Vous avez tout de suite demandé à mon collègue si on avait des informations à échanger avec Interpol. Justement, ça a été l'un des débats au cours de la conférence des DG. Il n'y a pas une interconnexion entre les systèmes d'information de Interpol et la douane. On échange de façon informelle. Justement, dans l'acceptation de la douane, quand est-ce qu'on parle de blanchiment d'argent, quelle est votre perception sur voilà, ma perception, pour les téléspectateurs? Ok. Ma perception dans le blanchiment d'argent, c'est quoi? C'est utiliser de l'argent sale que tu injectes dans un circuit licite. C'est ça le blanchiment de l'argent. Effectivement. C'est un blanchiment de capitaux. Est-ce que c'est une réalité, n'est-ce pas, constatable dans le fonctionnement, dans le cadre de notre pays? M. Gibril. Oui, allez-y. Lorsque l'argent sort du circuit bancaire, lorsque l'argent sort du circuit bancaire, il faut se poser la question. Bien. Parce que nous avons une loi bancaire qui dit comment on doit procéder aux opérations bancaires avec l'extérieur. Effectivement. Alors, lorsque vous vous promenez avec du liquide et avec une masse importante d'argent, c'est que vous évitez que vous soyez contrôlé, vous évitez que l'argent que vous détenez soit contrôlé par rapport à son origine. Sinon, rien ne doit vous empêcher de faire les transactions conformément à la loi bancaire de la République de Guinée. Bien. Alors, qu'est-ce que nous disons? Lorsque vous savez que l'argent que vous avez, vous l'avez eu à partir de la vente de la drogue, vous ne pouvez pas passer tout de suite par la Banque centrale. Effectivement. Pour faire venir de la marchandise de l'extérieur, vous ne pouvez pas passer par la Banque centrale. Alors, parce que quand vous allez à la Banque centrale, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle la DDI, la demande d'inscription d'importation. Cette DDI est délivrée par la Banque centrale et il y a ce qu'on appelle une transaction entre la Banque centrale et votre fournisseur. Mais si vous savez qu'en réalité, vous n'avez pas de fournisseur à l'étranger, l'argent que vous avez, vous ne savez pas à qui l'envoyer, vous ne pouvez pas mettre à la banque. Donc vous êtes obligé de passer par le monde. Pourquoi justement j'ai quelqu'un avec une masse importante d'argent, souvent à l'aéroport ou bien dans les frontières terrestres. La masse d'argent, ça c'est une manifestation. Mais parfois, il y a quand même que certains, n'est-ce pas, construisent des écoles, d'autres des lieux de culte et tout ce que cela comporte. Tout ça s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, du blanchiment d'argent. Je ne sais pas, et à ce niveau, c'est pourquoi j'ai parlé de perception. Je vais un peu vous mettre à l'aise, M. Abdoulaye. Vous savez, la douane est un soldat de l'économie. De porte. Ah d'accord. C'est-à-dire nous nous occupons de tout ce qui est activité à la porte. Ah d'accord. Et c'est vrai que nous contrôlons les marchandises dans la circulation sur le territoire douanier, mais
par rapport au blanchiment, notre compétence se limite à la transaction entre la Guinée et l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur du pays, il y a des services comme la CENTIF qui travaille avec la GIABA et tout ça. La CENTIF, effectivement, c'est une structure nationale qui veille à tout ça. Vous avez également, si c'est la Commission nationale de lutte contre la corruption et les trucs de choses, qui sont aussi des structures qui ont été mises à la disposition de l'État pour permettre de vérifier l'origine des fonds qui sont investis à l'intérieur du pays. Donc, cela permettra peut-être à l'État de comprendre si c'est de l'argent qu'on est en train de blanchir, si c'est de l'argent sale qu'on est en train de blanchir en construisant une école ou en construisant peut-être un stade ou en faisant ceci. Donc, il y a des structures qui sont chargées de ça. Donc, la douane est à la porte. Voilà, et la douane, c'est à la porte. Nous, lorsque quelqu'un veut sortir, vous avez une masse d'argent. Parce que c'est inexplicable que vous dites, j'ai 2 millions de dollars en espèces pour aller acheter de la marchandise à Dubaï. On va vous dire non. Si vous voulez importer de la marchandise à partir de Dubaï, il y a une procédure bancaire. Il y a une procédure, il faut passer par cette procédure, parce que votre fournisseur peut avoir l'argent sans que vous ne transportiez avec vous l'argent. D'accord. Donc nous contrôlons à ce niveau, et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez, à un moment donné à l'aéroport, on avait un scanner corporel. Effectivement. Qui permettait de détecter des billets de banque sur les personnes. Effectivement. Nous avons remplacé par d'autres systèmes que je me méfie peut-être de dire ici, parce que, alors pour ne pas avertir les petits malins. D'accord. Justement, par rapport à cette question du blanchiment de l'argent, est-ce qu'en ligne, n'est-ce pas, comment est-ce que vous vous comportez en ligne? Bon, au jour d'aujourd'hui, l'interconnexion entre les systèmes informatiques douaniers est un projet qui n'a pas encore été concrétisé dans la zone CEDEAO. Mais des études ont été faites et le projet est en place. La Guinée est pays membre. Tous les pays ne sont pas forcément membres. Il faut signer le protocole pour accepter d'adhérer aux échanges de données. Donc je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, à part les instruments de l'OMD, il n'y a pas un système propre à la zone CEDEAO pour ces échanges de données. Mais nous pensons... Mais quand même, avec le système OMD, il y a quand même quelques efforts dans ce sens-là. Ah oui, il y a beaucoup d'efforts, comme l'a parlé tout à l'heure mon collègue M. Touré. Il y a NSEN, il y a SEN. NSEN, le rejet... Parce que j'imagine que l'OMD n'est pas né aujourd'hui. Je pense qu'il y a même qu'on a donné quelques... Il y a une base de données. Oui. Ce que je voulais peut-être ajouter à ce que M. Kamara est en train de dire. Oui, d'accord. C'est vrai que il vous a dit, hein, c'est le directeur de l'informatique, et il vous a effectivement dit qu'ils sont en train de développer une interconnectivité entre les administrations, entre les systèmes des administrations douanières. Oui. Mais ce que je vais vous dire, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, et la sortie frauduleuse de devises et tout ça, nous avons au sein de l'OMD, comme il a dit, des protocoles d'assistance administrative que nous signons avec les autres administrations. Des autres pays. Les autres pays. D'accord. Et ce qui fait aujourd'hui que si je veux savoir aujourd'hui que M. Gibril est parti avec de l'euro de la Guinée ou bien de dollars de la Guinée pour la France, je peux le savoir à la seconde. Parce que lorsque vous partez d'ici, vous ne déclarez pas à la sortie, vous êtes obligé de déclarer à la rentrée. Parce que si vous ne déclarez pas à la rentrée, ça devient plus compliqué. Justement, alors, si vous ne déclarez pas à la rentrée, ça devient plus compliqué parce que si vous commencez à les utiliser dans les grands magasins ou dans les choses, on sera obligé de demander, mais il est venu d'où? Et puis on va retracer un peu votre passage pour voir est-ce que vous avez déclaré à la rentrée. Et si vous déclarez à la rentrée, moi, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle avec les autres administrations, on peut me renvoyer mensuellement ou semestriellement
la situation de tous les passagers qui ont fait des déclarations de devises à l'aéroport Charles de Gaulle ou à l'aéroport de Dubaï ou à l'aéroport de Sousse à ma demande. Bien, je vous retrouve dans quelques 2 petites minutes. Voilà. Justement, très chers invités, il y a une question qui taraude fondamentalement les esprits. Aujourd'hui, nous savons que les questions de sécurité à l'international, n'est-ce pas, font l'objet de beaucoup d'attention. Mais comment expliquer que parfois, n'est-ce pas, des gens, par exemple, les vendeurs de drogue, puissent quand même échapper au contrôle dans beaucoup d'aéroports avant d'être par exemple arrêtés à Conakry. J'ai vu récemment, vous avez fait des saisies à l'aéroport de Conakry, alors que les gens là venaient d'autres aéroports, n'est-ce pas, où les questions de sécurité sont également renforcées. Comment expliquer cette possibilité de passoire? Voilà, et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les règles et les lois de chaque pays. Il y a des pays où on dit que lorsque un passager est en transit dans un aéroport, il ne peut pas faire l'objet d'interpellation ou de fouilles parce qu'il n'est pas destiné à votre pays. Donc c'est la législation. Voilà, non, ça dépend de la législation. Effectivement. Alors, je vais vous donner un exemple. Une marchandise qui quitte, par exemple, la France pour le Mali, et qui transite par la Guinée, ne doit pas être fouillé en République de Guinée. C'est le code qui le dit. C'est la loi qui le dit. C'est la loi, d'accord. Et là, il y a le transit international, c'est le caractère le caractère d'immunité du transit international. Effectivement, le respect des législations. Le colis, il arrive fermé, il doit passer fermé parce qu'il n'est pas utilisé sur votre territoire. D'accord. Vous n'avez pas le droit de regard sur le colis. Il n'est pas pour destiner à votre pays. D'accord, d'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous rassurer effectivement que ce colis est sorti de votre territoire. Donc vous pouvez faire escorter jusqu'au premier poste des douanes du pays de destination. Alors là, il y a un acquis à caution qui est fait et qui prouve effectivement que le pays de destination a reçu le colis. Donc c'est aux Maliens, aux douanes maliennes, d'ouvrir et de vérifier ce qui est dedans. Donc un passager qui est en transit, par exemple, qui vient de la République dominicaine ou qui vient de la Chine, ceci, cela, qui est en transit en Guinée, alors je ne sais pas si la loi internationale prévoit, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Pour ce que j'ai vu des cas, parfois, c'est des personnes qui ont avalé, par exemple, des capsules, beaucoup de capsules. Oui. Et vous avez parlé tout à l'heure. Vous savez, en matière de drogue aussi, il y a ce qu'on appelle le flagrant délit. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas sûr que quelqu'un a avalé, il y a, dans les aéroports de passage, vous ne pouvez pas interrompre son parcours, son voyage. D'accord. Parce que si après, il se trouve qu'il n'a pas effectivement intracorporé de la drogue, il peut porter plainte. Parce que vous l'avez fait d'abord perdre son vol, et puis vous l'avez retenu quelque part, vous ne devez pas être retenu. Alors c'est pourquoi arriver dans le pays de destination, à travers tous les éléments les critères de ciblage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est parti d'un pays pour un autre pays, à partir d'une compagnie, alors qu'il pouvait prendre la compagnie qui va directement dans ce pays. Et alors pourquoi il a contourné et tout ça? Il y a des éléments qui entrent dans le truc de choses. Alors, puisque nous, les compagnies aériennes, au même titre que les compagnies maritimes, ont l'obligation, les compagnies aériennes ont l'obligation de déposer aux douanes guinéennes le manifeste des passagers 8 heures avant l'arrivée du vol. Pour des vols qui sont très lointains. Et pour les vols qui sont proches, il faut le faire au moins 1 ou 2 heures avant l'arrivée de l'avion. D'accord, vous voulez compléter? Oui, allez-y. Pour parler des champs d'information, il y a les circuits et les courants de fraude. Et une fois qu'un pays arrive à découvrir un courant de fraude, de trafic de drogue ou de trafic d'armes, ce pays est invité à mettre sur la base de données au niveau de l'EMD la technique appliquée par les fraudeurs, par les délinquants, et quelle est la technique aussi employée
les critères qui ont été retenus par le pays qui a découvert ce nouveau système de fraude. Tout cela est décrit et envoyé sur le système, et ce système-là est accessible par tous les pays membres de l'OMD. Donc c'est une façon de vulgariser, mais à l'attention uniquement des douaniers. Le public n'a pas accès à ces informations. C'est les douaniers qui ont leur code d'accès, qui peuvent accéder à ces méthodes de fraude pour pouvoir, au niveau de leur pays aussi, appliquer et peut-être coincer d'autres délinquants. Bien. Je voulais tout juste dire que, comme l'a mentionné tout de suite le directeur général, le droit douanier... Donc vous ne mentionnez rien. Voilà, d'accord. Je disais tout de suite que le droit douanier, c'est un ensemble de droits qui permet à l'État d'exercer le contrôle douanier sur le flux des marchandises, des capitaux et des personnes. Le droit douanier a une source nationale et les sources internationales, il y a les conventions. Aujourd'hui, on parle du code dans le cadre de la répression du trafic de la drogue, trafic de blanchiment des capitaux, c'est prévu. Mais il y a les conventions internationales aussi que l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, élabore et met à la disposition des pays membres, c'est-à-dire nous, administration. J'avais parlé tout de suite du cadre des normes. À part les cadres des normes aussi, comme l'a dit mon collègue Moussa tout de suite là, nous avons écrit à la vice-présidence pour l'adhésion de la Guinée au projet PASSIR. Le projet PASSIR, c'est quoi? C'est un programme régional pour l'intégration régionale du commerce. Donc ce projet PASSIR, on a déjà écrit, nous sommes en train de définir les caractéristiques, une mission doit quitter ici pour Abidjan. C'est pour pouvoir interconnecter ces systèmes d'information douanière. Et quand on parle de système d'information douanière, ça suppose qu'il y a non seulement les renseignements sur les différents courants de fraude, sur les différentes saisies, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, c'est que la CEDEAO avait initié un projet qu'on appelait ALISA. Maintenant, comme ALISA n'a pas réussi, la CEDEAO s'est appropriée de ce projet PASSIR pour pouvoir l'étendre maintenant aux 15 États membres de la CEDEAO. Donc avant de venir sur les résultats justement que vous avez obtenus dans cette lutte sur les questions sécuritaires, il y a quand même un autre projet innovant, c'est fondamentalement la protection du patrimoine culturel. Je pense que vous êtes interpellé par rapport à la question. Je ne sais pas à quel niveau justement votre intervention va se situer. Oui, bon. Nous sommes effectivement interpellés dans le cadre de la protection du patrimoine culturel. Dans notre travail, c'est ce que nous appelons la mission d'assistance aux autres administrations. C'est-à-dire nous assistons ceux qui sont chargés de la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Donc, par rapport au patrimoine culturel, nous sommes à la porte, que ce soit à l'aéroport, au port et à chose. Lorsque le département qui est chargé de la protection du patrimoine culturel demande, à travers une loi votée par l'Assemblée ou à travers un acte, un décret du président de la République ou un arrêté du ministre chargé de la culture, demande à ce que tel produit ou tel autre produit ne soit pas exporté du tout. Donc ça devient une interdiction. Des produits ou bien des instruments culturels. Des instruments ne soient pas exportés pour d'autres pays. Alors nous sommes chargés de faire appliquer systématiquement l'interdiction. Est-ce que cela veut dire qu'on a constaté qu'il y a une sorte de bradage, par exemple, de notre patrimoine culturel? Oui, bon, écoutez, vous savez, le patrimoine culturel... Parce que l'OMD a demandé fondamentalement que cette action, n'est-ce pas, soit mise en exergue à partir du 10 mai, si j'ai compris, au cours de vos rencontres de Conakry. Bon, nous, quand on voit, par exemple, les statuettes, je prends par exemple le cas des statuettes qui sont choisies ici. Vous savez, en matière de douane, il y a ce qu'on appelle des interdictions, il y a ce qu'on appelle des prohibitions. D'accord. C'est-à-dire les interdictions, c'est des opérations qui ne sont pas du tout autorisées, quelle que soit la forme. Mais les prohibitions, c'est des choses qui ne sont pas autorisées ou qui sont autorisées que par
Par dérogation. Par dérogation. On peut dire par exemple que pour exporter les statuettes, il faut absolument que le ministère de la Culture délivre un certificat. Alors, lorsque vous arrivez, donc, on a dit, ça ne se fait pas, mais il faut que ça soit... Il y a des exceptions ou bien des conditions. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un se présente dans les frontières avec des objets de culture comme ça, nous lui demandons de nous présenter l'attestation ou l'autorisation du département de la culture. Bien. Alors, s'il n'a pas ça, c'est une infraction, l'objet est confisqué et la personne est poursuivie. Bien, donc on ne va pas nous attarder sur cette question, voilà. Parce qu'il y a une... Par contre, il y a, si vous voulez, la convention de Washington sur les espèces protégées aussi. Ouais. Alors que nous sommes chargés de ce. Lorsque on vous appréhende, par exemple, avec un sac qui a été fabriqué avec la peau de caïman. Ouais. Alors, on va vous demander comment vous l'avez eu, parce que vous ne pouvez pas avoir la peau du caïman si vous n'avez pas abattu le caïman. Ah, d'accord. Alors que le caïman fait partie de ces espèces protégées. Ah, donc, ces personnes sont aussitôt interpellées et mises à la disposition du procureur conformément au code de procédure pénale. Bon, dans le cas spécifique de la sécurité, justement, en Guinée, puisque nous parlons justement de sécurité, de lutte contre la criminalité, surtout, n'est-ce pas, dans son volet antiterroriste, il y a la circulation, n'est-ce pas, des armes légères. Je ne sais pas, vous avez des petits calibres, je ne sais pas si c'est une des attributions, n'est-ce pas, opérationnelles, sur lesquelles vous êtes interpellé aussi aujourd'hui. Est-ce que vous y travaillez et quels sont aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à toutes ces infractions aujourd'hui dont on a fait la peinture, est-ce que vous avez posé des actes concrets sur le terrain? Comment... Oui, M. Djibril, je voudrais vous rassurer que la lutte contre la détention et la circulation des armes, qu'elles soient légères ou lourdes, fait partir de la mission, fait partie de la mission de la douane. Mais fondamentalement, on parce parle que des armes voilà, légères. les armes légères, comme vous savez, de petit calibre, et la détention et la circulation sont réglementées naturellement par des lois ou par des textes réglementaires. Alors nous, lorsque nous appréhendons quelqu'un avec un fusil de chasse dans la circulation, ce qu'on peut lui demander, c'est de nous présenter le port, l'autorisation du port d'armes. Oui, d'accord. S'il a l'autorisation du port d'armes, et puisque la loi et les règles guinéennes veulent que pour avoir ces choses, il faut avoir une autorisation de port d'armes. Si vous avez une autorisation de port d'armes qui porte effectivement les références du fusil que vous avez, ce qu'on peut, c'est de vous laisser partir. Mais si vous n'avez rien de tout ça, c'est que vous détenez illégalement ces armes. Alors, comme le dit naturellement le Code de procédure pénale, nous faisons le constat, nous dressons le procès verbal de saisie. Vous travaillez en officier de police judiciaire. Voilà. Nous dressons le procès verbal de saisie et nous mettons ce procès verbal de saisie avec sa conclusion naturellement. C'est là où il y a un peu la différence entre les infractions constatées par la douane et les infractions constatées par les officiers de police judiciaire. C'est-à-dire les infractions constatées par la douane, le procès verbal est souvent accompagné de conclusions. Nous tirons la conclusion et cette conclusion voudrait qu'on dise au juge comment il doit dire le droit par rapport à cette infraction douanière. Voilà. Voilà. Donc, vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, j'ai voulu tout juste préciser. On a parlé tout de suite de la Convention de Washington. Oui, d'accord. Sur, on appelle ça, c'est la Convention de Washington. C'est un peu contre tout ce qui est, comme l'a dit le DG, les espèces menacées de disparition, ainsi de suite. Et cette Convention de Washington, là, on l'applique depuis très longtemps. La Guinée a adhéré à la Convention de Washington. Le contrôle au niveau des frontières, ça se passe régulièrement. Ça, c'est au-delà même du patrimoine culturel. Et j'ai voulu préciser aussi que, comme nous parlons de lutte en général contre la fraude, parce que nous, ça, on met tout ça dans le cadre de la lutte contre la fraude, et nous avons créé à Mamo une brigade spéciale d'intervention rapide qui quadrille le territoire national, qui est exclusivement chargé de la surveillance et lutte contre la fraude. Donc toutes ces informations ou ces renseignements que nous recevons, si c'est au niveau du territoire national, je parle sous l'autorité du directeur général naturellement, ils sont au courant et ils se mettent directement à la recherche de
la fraude. Oui, mais est-ce que vous avez travaillé sur les statistiques justement des opérations menées et en termes fondamentalement de bilan ou les résultats? Est-ce que vous avez travaillé dans ce sens? Sur quel secteur précisément? Non, dans la lutte, la lutte contre la fraude en général. La fraude et les questions sécuritaires. Effectivement. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais apporter une précision. C'est dire que nous avons au niveau du port de Conakry 2 scanners. Ces scanners-là ne sont pas là uniquement pour pouvoir détecter les fraudes liées à la valeur de la marchandise ou à la qualité de la marchandise, mais c'est en même temps pour pouvoir détecter si ne sont pas dissimulés dans les conteneurs des armes. Donc il y a une équipe mixte qui travaille autour de ces scanners. Il y a la police, en même temps il y a la douane. Donc c'est pour pouvoir vraiment cerner tout ce qui entre sur le territoire. Maintenant, en ce qui concerne les statistiques, nous avons les statistiques sur la balance du commerce extérieur. Ça, c'est les échanges entre la Guinée et les autres pays. C'est ce que nous produisons couramment. On a un service spécialisé dans la lutte contre la fraude qu'on appelle la direction des enquêtes douanières. Toutes les statistiques, que ce soit au niveau des bureaux de Conakry ou les bureaux de l'intérieur du pays ou les brigades, toutes les statistiques sont centralisées au niveau de cette direction. Voilà. Bien, alors donc je vais même vous inviter, M. Djibril, à vous rapprocher du directeur du contentieux des enquêtes douanières. D'accord. Alors, il pourra vous produire toutes les statistiques. Tout à l'heure, il parlait de la CITES. Et il y a 1 année ou 2 années comme ça, on avait pris, je crois, des tonnages d'ailerons de requins. Effectivement. C'est comme ça. Oui. Effectivement. Alors, mais ces ailerons de requins, c'est des choses qui étaient destinées à être exportées vers les pays de l'Asie parce que c'est des choses qui ont de grandes valeurs à ce niveau-là. Mais puisque dans ces pays, vous ne pouvez pas oser faire la pêche des requins, les gens s'orienter par ici pour venir faire ce travail. Donc il y a quelques années, nous avons pris des gens avec des ailerons de requins et certains ont été présentés devant la justice. Bien, donc je comprends que vous voulez être sobre par rapport aux résultats. Oui, fondamentalement. Par rapport aux résultats, c'est vrai que si je m'attendais à... Effectivement. Je serais venu avec les statistiques. Effectivement. Mais parce que ça, c'est en matière de saisie de cocaïne. On vous dira combien de kilos on a saisi. Effectivement. Je sais en tout cas que 2 fois, il a été saisi à l'aéroport, au port de Conakry, dans des conteneurs différents de sucre. De sucre, oui. Il a été saisi pour une première fois 92 kilos, une seconde fois c'était 87 kilos. Et je sais que récemment, on a pris des gens à l'aéroport avec des drogues intracorporées qui ont fait l'objet de beaucoup de bruit. D'accord, peut-être qu'on fera une autre émission par rapport à cette question. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des saisies de devises également. Effectivement. À un moment donné, on a saisi sur un citoyen guinéen un montant important, $1 600 000. C'est quand même extrême. Effectivement. Alors, c'est un problème qui est resté pendant plus de 7 mois en justice. Donc, il y a eu beaucoup d'autres problèmes, des saisies qui ont été opérées dans des véhicules, des saisies de drogue qui ont été opérées dans des véhicules d'occasion au port de Conakry. Alors, le conteneur dans lequel se trouvaient ces véhicules-là, et tous les véhicules qui étaient avec ce même véhicule dans le conteneur ont été saisis pendant des années. Effectivement. Voilà. Donc il y a, pour revenir fondamentalement à la question centrale, n'est-ce pas, de notre débat, la douane dans la lutte contre le terrorisme, il y a, que je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, désormais la Guinée assure la vice-présidence de l'OMD et vous êtes justement le vice-président. Concrètement, si on vous demandait aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire un appel, par exemple, à l'autorité ou alors fondamentalement aux partenaires par rapport au renforcement de cette dynamique de lutte, quel allait être votre dernier mot, votre adresse par rapport à cette question avant qu'on ne se quitte? Voilà, par rapport aux autorités du pays, ce que je vais demander, et c'est ce que d'ailleurs l'Organisation mondiale des douanes nous a confié, c'est de créer une synergie entre tous les services, toutes les structures désignées pour la lutte contre le terrorisme.
la lutte contre la drogue, il y a d'autres structures. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les services spéciaux de lutte contre le grand banditisme. Donc tous ces services-là, avec la douane, sont chargés de lutter contre les mêmes phénomènes. Donc si il n'y a pas de synergie, s'il n'y a pas une gestion coordonnée, nous ne pouvons pas efficacement lutter contre ces choses. C'est pourquoi il faudrait bien que les autorités se mettent ensemble pour que ces structures fassent des ateliers ensemble, pour que ces structures comprennent que le code des douanes est un instrument pour la douane, le code de procédure pénale est un instrument pour les autres. Chacun, dans sa mission, est amené à lutter contre ces fléaux conformément aux dispositions des lois qui gèrent son administration. S'il n'y a pas d'articulation entre elles, la chaîne sera rompue quelque part. Et c'est ce que nous sommes en train de développer actuellement à travers un slogan que l'Organisation mondiale des douanes nous a dit de développer, c'est-à-dire la gestion coordonnée des frontières. Quand on parle de frontières, il s'agit de l'aéroport, il s'agit du port, il s'agit des frontières terrestres. Donc nous sommes en train de développer ce qu'on appelle la gestion coordonnée des frontières, et ça fait partie déjà du programme de la vice-présidence pour les autres. Parce qu'on dit que les frontières séparent, mais les douanes rapprochent. Bien. Les frontières séparent, mais les douanes rapprochent. Amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a porté sur la problématique de la lutte contre le terrorisme. Je l'ai dit, la Guinée assure désormais la vice-présidence, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale de la douane. Et justement, c'est dans le cadre d'un projet de renforcement de la sécurité au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, fondamentalement, et pour parler de cette question et de ses incidences sur les questions de sécurité en Guinée, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. J'ai cru devoir recevoir ici même au plateau de la télévision nationale le général Toumani Sangaré, vice-président de l'Organisation mondiale de la santé, plutôt des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et avec lui dans cette émission Justice et démocratie, le lieutenant-colonel Moussa Kamara, il est chargé justement d'informatique et de statistiques au niveau de la douane, et le lieutenant-colonel PV Touré est chargé de communication au niveau justement de la douane guinéenne. Ces trois invités justement ont tenté de répondre justement à cette problématique qui se trouve être une préoccupation des Guinéens. Eh bien, l'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.